Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette. Je suis de retour pour compléter mon projet sur la bombe atomique. Comme on le sait, dans la partie 1, on avait expliqué comment se fait-il qu'il y avait tant d'énergie qui se dégageait en bombardant des noyaux d'uranium. Et on avait finalement compris que la formule d'Albert E égale MC2 et s'appliquait aussi à l'intérieur de la matière. Autrement dit, on pourrait dire que la formule d'Albert était cachée même à l'intérieur de la matière. Et que devant cette calamité qui pourrait tomber sur le monde, et surtout si c'était développé en premier par les Allemands, on avait convaincu Albert Einstein, qui était une sommité à l'époque, d'écrire au président Roosevelt, de signer une lettre pour le président Roosevelt, comme un genre d'avertissement qu'il fallait absolument faire quelque chose pour éviter que les Allemands aient la bombe atomique en premier. Et ce qui nous amène au projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est sûr que c'est pas... c'est un projet énorme pour le temps. Et il y avait seulement que les Américains qui pouvaient développer à cette époque une bombe atomique. L'Angleterre ne pouvait pas, même si elle avait les moyens scientifiques. La France, même aussi si elle avait les moyens scientifiques, était sous l'occupation, à l'aide sous l'occupation allemande. Donc la seule puissance, et je ne crois pas que l'Angleterre ni la France à cette époque auraient pu mobiliser de telles ressources pour développer l'arme atomique. Et le projet Manhattan, c'est un projet qui a coûté 2 milliards de dollars. En dollars d'aujourd'hui, ça équivaut à 26 milliards de dollars. En 2012. Et il a mobilisé jusqu'à 130 000 personnes, imaginez-vous. C'est aussi important que d'envoyer un homme sur la Lune. Ça revient presque à ça. Et celui qui était en charge de la conception de la bombe, c'est un brillant physicien du nom de J. Robert Oppenheimer. Et l'armée, vu qu'il y avait des budgets énormes qui allaient être engagés là-dedans, l'armée suivait ça de près. C'était le colonel James C. Marshall. C'était un Américain qui était probablement en contact direct avec le président des États-Unis pour le renseigner au sujet du développement de cette arme. Et on a choisi un site dans le Nouveau-Mexique, Los Alamos, pour développer le principal site, c'était à Los Alamos aux États-Unis. Et il y a une petite anecdote que je voudrais signaler, parce que ça, c'était considéré comme top secret, fait pour que personne ne sache qu'est-ce qui se faisait là. Il y avait du monde, là, imaginez-vous, là, c'était une ville immense, ça. Hein? 130 000 personnes. Je ne vais pas dire qu'ils étaient toutes là, les 130 000, mais ils devaient en avoir peut-être 75-80 000, là. Et on dit que tous les bébés qui sont nés à Los Alamos, parce qu'il y avait des gars qui étaient mariés, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Quand les bébés naissaient, là, ils étaient on indiquait comme lieu de naissance, boîte postale 1663 à Santa Fe, pour éviter tout soupçon. Et il y a 3 principaux pays qui ont collaboré à la bombe. C'est sûr que les autres, les États-Unis, le Canada, on avait une mine dans le nord de l'Ontario qui s'appelait Elliott Lake. Probablement que l'uranium dont les Américains avaient besoin venait de là. Et il y a l'Angleterre qui a participé aussi au développement de la bombe. Et l'aboutissement de la bombe atomique s'est concrétisé le 16 juillet 1945. Et la bombe a explosé à Los Alamos, avec une puissance de 20 kilotonnes. Ça, c'est 20 000 tonnes de TNT. Et elle a creusé un cratère de 76 mètres. Et je vais revenir un petit peu là-dessus un peu plus tard. Et l'onde de choc a été ressentie jusqu'à 160 km. Et le nuage de poussière s'est élevé à 12 km d'altitude. Et le bruit de l'explosion a été entendu jusqu'à El Paso, au Texas.
Et la presse avait signalé qu'il y avait un dépôt d'armement qui avait explosé dans le coin de Los Alamos là, pour minimiser les soupçons. Mais vous voyez, on parle d'un cratère de 76 mètres. Mais aujourd'hui, avec les bombes atomiques que les Américains et les Russes ont, on parle de cratères de kilomètres, hein, d'1 kilomètre de diamètre. Imaginez-vous la différence de puissance de la bombe de 45 avec celle qu'on a aujourd'hui. Et moi, je voudrais faire peut-être un petit à côté de ça. Quand on voit les jeunes avec les jeux vidéo, là, tu sais que on voit ça à la télévision, là, puis ils voient d'un jeu vidéo, là, c'est tout virtuel, cette affaire-là. On n'a rien qu'à peser sur le piton. Donc, nous autres, on n'est pas blessés, puis il n'y a pas de problème avec nous autres. C'est sûr que quand vous regardez ça froidement et que vous n'osez pas imaginer que une arme atomique comme ça pourrait être utilisée aujourd'hui. Si jamais il y a quelqu'un qui l'a fait une bombe de même, en tout cas, ça serait très, très, très grave, parce que probablement qu'il y aurait des ripostes, et on ne sait pas ce que ça peut nous mener, cette affaire-là. Et malheureusement, les Russes étaient au courant. Staline savait qu'il y avait un projet de développement de bombes atomiques à Los Alamos. Il savait tout ça. Parce qu'il y avait un espion à l'intérieur du groupe britannique qui travaillait à la bombe, là, du nom de Klaus Foch, qui lui était à l'intérieur de la délégation britannique, comme je disais, et il renseignait les Russes là, du possible développement là, du projet de Manhattan. Et en 1945, à la conférence de Potsdam, Truman avait été avisé, il était en conférence avec Staline, puis Churchill, puis ces grands-là du temps, là, a été avisé que l'essai Trinité avait été un succès. Fait que là, Truman, parce que Roosevelt était mort, lui. Roosevelt était décédé un petit peu avant, là. Truman était au courant que la bombe, ça marchait. Et c'est pour ça que son attitude envers Staline a complètement changé. Parce que les Américains avaient besoin de Staline pour éventuellement envahir le Japon par le nord. Et les armées russes s'en venaient, là, pour conquérir les îles du Japon et le Japon en envahissant par le nord. Donc les Américains, eux autres, étaient dans l'océan Pacifique. Autrement dit, ils venaient du sud-ouest pour envahir le Japon. C'est là que Truman, son opinion a complètement changé envers Staline, parce que là, il n'y avait plus besoin de Staline, il n'y avait plus besoin des Russes pour combattre les Japonais. Et il avait averti Staline que les États-Unis disposaient maintenant d'une arme d'une destruction énorme, sans plus de détails. Mais Staline, il le savait. Et là, ils ont décidé de lancer un ultimatum aux Japonais de cesser, rendre les armes, arrêter la guerre, et ceci sans condition. Les Japonais, ils ont refusé. Et là, l'idée de l'utilisation de la bombe atomique a fait son chemin. Et là, il n'y a presque plus rien qui opposait au largage d'une bombe atomique au-dessus du Japon. Et le 6 août 1945, le B-29 baptisé Enola Gay, ça c'est la mère du capitaine qui conduisait cet avion qui transportait la première bombe atomique de l'histoire pour la larguer sur des êtres humains. Elle s'appelait Little Boy, sur la ville de Hiroshima. La bombe a explosé à une altitude de 530 mètres et avait une puissance de 13 kilotonnes de TNT. Et sur le coup, 70 000 personnes sont mortes, et soit 30% de la population, mais 78 000 autres furent blessés. Probablement que ces gens-là, aujourd'hui, sont tous décédés là, des suites de la bombe atomique. Et on a lancé une autre bombe là, sur Nagasaki, d'une puissance de 21 kilotonnes. Là, il y a eu 35 000 morts, puis 65 000 blessés. Et la ville a été détruite à partie, mais la bombe avait tombé
a explosé au-dessus d'un genre de cratère entre les montagnes. C'est pour ça que, même si elle était plus puissante, a eu moins, je dirais, d'effets dévastateurs là, à court terme sur la population japonaise. Et quand les Japonais ont vu ça, moi je me souviens d'avoir vu des films là, de l'empereur Hirohito qui marchait dans les décombres là, de Hiroshima ou Nagasaki, je ne sais pas quelle ville qui est allée, là. Là, les Japonais se sont rendus compte que c'est impossible de continuer la guerre, là, parce que s'ils continuaient la guerre, s'ils ne voulaient pas arrêter la guerre, probablement que les Américains auraient été plus loin, là, lâcher des bombes sur des villes plus importantes là, au Japon, là, mais là, on ne sait pas qu'est-ce que les Américains avaient fait, parce que là, les Japonais ont décidé de se rendre aux Alliés sans condition. Ça, on trouve toutes sortes de raisons pour avoir utilisé la bombe, là. C'est sûr que le président Truman a dû hésiter, là, parce que il connaissait la puissance de cette bombe. Mais là, on se disait que si on ne fait pas ça, il va y avoir des milliers d'Américains qui vont être de mourir pour envahir le Japon, puis bon. En tout cas, ça, c'est ce qui s'est produit avec la bombe atomique. Et je voudrais faire un petit retour sur Albert Einstein. Albert Einstein avait écrit une deuxième lettre en 1945 au président Roosevelt, qui était décédé le 12 avril 1945. Pour lui demander de renoncer à cette arme. Parce qu'Albert, c'était un genre de... comment je dirais bien ça? C'était un genre d'humaniste, là. Il a trouvé de grandes choses, là, mais lui, si ça avait été avec de lui, la bombe atomique, probablement qu'elle n'aurait jamais existé. Et comme Lise Meitner, d'ailleurs, qui a refusé de... ces savants-là, eux, ils sont là pour faire avancer le genre humain avec le développement des sciences, mais ils ne sont pas là pour détruire l'humanité. Et après la guerre, juste avant qu'Albert Einstein décède, là, il a toujours avoué, que c'était la plus grande erreur de sa vie, d'avoir signé la lettre pour le président Roosevelt pour la construction de la bombe atomique. Ça, il a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Et en terminant, j'aimerais signaler une petite anecdote, là. Je ne l'ai pas lu nulle part, mais je l'ai entendu. Que Albert aurait dit que si jamais il y a une troisième guerre mondiale, il ne restera plus grand monde pour faire la quatrième. Et si jamais il y a une quatrième guerre mondiale, elle va se faire avec des gourdins. Ça veut dire que s'il y a une guerre atomique, l'homme va retourner à l'âge de pierre, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et ces grands scientifiques-là, faut attacher de l'importance à ce qu'ils disent. Parce qu'eux autres, ils n'ont aucun intérêt monétaire ou pécunier ou aucun intérêt pour, comment je dirais bien ça, les honneurs, toutes ces choses-là, là. Ils n'ont pas d'intérêt pour ça. Fait que quand ils disent des affaires de même, ça vient du profond d'eux-mêmes, là. Et il faut pas négliger ce que ces êtres exceptionnels nous laissent par leurs paroles, là, quand ils passent sur la terre. Mais des fois, malheureusement, on fait fi de ce qu'ils nous ont dit et on continue à agir, je dirais, de façon pas très correcte, là. Mais ça, pour... je parle de la bombe atomique parce que en 1945, on pourrait dire que c'est une petite bombe, une bombette à comparer à ce qu'on a aujourd'hui. Et regardez les dégâts que ça fait. Hein? Fait que si aujourd'hui, il y a une nation... je dirais assez, je ne sais pas trop, là, qu'est-ce qui pourrait arriver là, si il y a des fusées nucléaires dans un sous-marin atomique, là, que les Russes en ont, puis les Américains non, puis il y a des fusées armées avec des armes nucléaires là-dedans, là, que si jamais quelqu'un en lâche une, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça ferait, là, mais c'est sûr que ça serait terrible. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.